Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce second webinaire du Collège breton d'accès vasculaire. Je suis Arnaud Kergouin, le secrétaire du CBAV et je vais avoir la tâche ce soir de faire l'articulation entre les différentes interventions. C'est un webinaire qui va se dérouler sur à peu près 1 heure. Nous avons deux interventions de 20 à 30 minutes suivies d'une séance de questions-réponses. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser vos questions. Alors, vous avez un onglet au centre et au bas de votre écran qui vous donne cette possibilité-là. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Pour cela, vous vous connectez bien sûr sur YouTube et il faut taper Collège breton d'accès vasculaire en toutes lettres. Avant de commencer, je vais faire un petit point rapide sur l'actualité du Collège breton. Tout d'abord, vous allez recevoir dans quelques jours notre 3e newsletter. Elle a été écrite par un néphrologue brestois, le docteur Bernard Strelu, qui va nous parler, qui nous décrit les spécificités de l'abord vasculaire chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique. Et puis, bien sûr, dans notre actualité, il y a le congrès du 5 novembre qui se profile. Si vous souhaitez des informations sur les contenus des programmes ou sur les modalités d'inscription, je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook, Collège breton d'accès vasculaire. Mais en tout cas, petite information qui est importante de noter, c'est que nous avons un numéro de formation, ce qui veut dire que la prise en charge financière par les établissements est possible. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ce soir, nous sommes doublement heureux. D'abord parce que vous êtes nombreux à vous être inscrits, ce qui prouve l'intérêt grandissant pour les abords vasculaires. Et puis, au vu de l'origine des inscriptions, je peux vous dire que le Collège breton s'exporte au-delà des frontières bretonnes parce que nous avons beaucoup d'inscriptions en France métropolitaine, bien sûr, mais également des inscriptions qui proviennent de Suisse, de Belgique. Vous avez eu des inscriptions du Maroc, de l'Algérie. Et puis, malgré le décalage horaire, nous avons des inscriptions du Canada et du Québec. On vous remercie tous pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier toutes les sociétés qui ont pris le temps de relayer auprès de leurs adhérents cet événement. Parmi ces sociétés, nous retrouvons la SFAR Jeune, la Société française d'anesthésie-réanimation, la Société française d'urgence médicale, le Syndicat national des infirmiers anesthésistes, la Société française des infirmiers anesthésistes, SAMU de France. Je remercie également tous les adhérents et tous les membres du CBAV qui rendent cette actualité possible. Et puis, bien sûr, un grand merci à nos deux intervenants de ce jour qui nous font l'honneur de leur présence. En première partie, nous retrouverons le docteur Yannick Offret, qui est médecin urgentiste au SAMU 29 du CHRU de Brest, qui est également un membre actif de la Cochrane dans la section soins d'urgence préhospitaliers. C'est un ancien membre de la commission scientifique de la SPUM. Et en seconde partie, nous retrouverons le docteur Hervé Rosé, qui est médecin anesthésiste au centre Léon Bérard, qui est le créateur de la première unité d'accès vasculaire. Il est également à l'initiative du premier protocole de délégation pour la pose des voies veineuses centrales par un infirmier. À ce titre, il est un petit peu à l'initiative de la première team Access française. Il en a posé les bases. Actuellement, M. Rosé intervient auprès des DU d'accès vasculaire des hospices civils de Lyon et de Paris. Et il a formé jusqu'à présent plus de 50 infirmiers et 380 médecins sont passés dans ce centre. Voilà, les présentations sont faites. Quant à moi, je vous retrouverai en toute fin de webinaire pour la séance de questions-réponses. Et je laisse la place maintenant au docteur Yannick Offret. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, je remercie Arnaud Kergouin et Nicolas Dumortier de m'avoir invité. Je tiens à dire que déjà, c'est une excellente idée d'avoir fait ce collège, qui répond vraiment à un vrai problème qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'en parler, alors que c'est vraiment peut-être la base de la prise en charge des patients. Et je me suis aperçu en préparant ce diaporama que ce sujet au niveau scientifique médical n'est pas beaucoup étudié et traité. Arnaud, tu me confirmes qu'on voit mon diaporama? On le voit très bien, tu peux y aller. Alors, donc c'est parti.
L'accès veineux aux urgences. Donc, moi, je suis médecin aux urgences, au SAMU et aux urgences de Brest. Et voilà, je pars. Alors que dans le monde et en Europe et partout dans le monde, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. En Europe, plus de 300 millions de voies veineuses sont posées par an. En France, plus de 25 millions. Sur ces voies veineuses, on considère qu'il y a à peu près 20%, mais le chiffre, vous verrez, on en parlera après, 20% serait considéré difficile à poser. Et selon les études, vous voyez, le taux de succès au premier essai est extrêmement variable, allant de 50 à 100% selon les études. J'ai repris l'historique, puisque c'est vraiment… il y avait le dogme qui était la saignée, la mère de toutes les thérapies au XVIIe siècle. On faisait que ça. Et dans le monde entier, c'était partout pareil. Au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, il fallait enlever la mauvaise humeur, l'humeur malsaine qu'avaient les humains, comme la jalousie, par exemple. Donc, la saignée était vraiment le dogme. Et il a vraiment fallu une révolution pour que des gens se disent, mais peut-être qu'il faut mettre des choses dans le corps pour les soigner au lieu d'enlever les choses malsaines, les humeurs malsaines. Donc, c'est un peu les Anglais et les Français qui se sont battus, qui ont été les révolutionnaires. Au XVIIe siècle, on a Richard Lower, l'Anglais, qui a fait la première transfusion sanguine à l'aide d'un architecte. Et le premier cathlon, finalement, a été une plume d'oie. Il a relié deux chiens, il a saigné un chien qui est en train de mourir. Il a relié l'artère du second chien à la veine jugulaire du premier chien. Il a ranimé ainsi le chien qui est en train de décéder d'une hémorragie. Donc ça, c'était la première transfusion qui a eu lieu. Bien sûr, s'en est suivi des transfusions humaines. Le 15 juin 67, avec du sang animal toujours, celle c'était de l'agneau, car, disait-il à l'époque, les animaux n'ont pas les passions mauvaises humaines. Jean-Baptiste Denis transfuse 4 patients. Il a une chance extraordinaire, ou on a l'humain a une chance extraordinaire, mais 2 de ces patients survivent. Le 3e meurt, mais c'était attendu, et le 4e meurt, et c'était le premier accident transfusionnel. Une chance incroyable quand même, parce qu'il transfuse avec du sang animal, 2 survivent, c'est complètement aberrant, incroyable. Cette chance, évidemment, ne se poursuit pas, et les décès d'accidents transfusionnels surviennent de façon nombreuse, si bien qu'en 1668, seuls les médecins de la faculté de Paris ont le droit d'autoriser les transfusions, et finalement, en 1675, le Parlement de Paris interdit de transfuser uniquement en expérimentation animale, sinon on encourt des peines corporelles. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il faut attendre le début du XXe siècle et le fameux, le célébrissime Karl Landsteiner qui découvre le groupe ABO, puis ensuite, 40 ans après, les groupes Rhésus, et donc la transfusion est partie, elle devient sûre. Et évidemment, malheureusement, les guerres mondiales seront le terrain des transfusions sanguines. Il y a un cadre légal pour la pose et le retrait de la voie veineuse. Les infirmiers, depuis 2004, sont habilités à poser une voie veineuse périphérique uniquement aux 4 membres et sur le crâne, notamment chez les enfants, les veines épicrâniennes. Les infirmiers n'ont pas le droit, normalement, en principe, de poser de voie veineuse sur la jugulaire externe. Ce qui est incroyable avec ce petit cathlon là, qui fait moins de 2 mm de diamètre, c'est les débits que ça permet d'avoir. Je vous ai pris quelques exemples, je fais des calculs. Le petit bleu, comme on dit habituellement, permet de transfuser près de 47 litres par jour, en théorie bien sûr, mais ce débit est possible. Le gris, le gros gris, plus de 35 litres par jour de débit théorique, si bien qu'il ne faut pas… moi, quand j'ai appris la médecine, on m'a toujours dit, certains disaient la voie veineuse centrale est une voie de remplissage. Ce n'est pas vrai du tout. C'est la voie veineuse périphérique qui est bien supérieure en termes de remplissage. Et la voie veineuse centrale a d'autres indications, et c'est surtout une voie veineuse périphérique qui permet des remplissages. Vous vous rendez compte, le débit qu'il y a, il n'y a pas besoin de plus. Alors évidemment, le sujet, c'est est-ce que c'est difficile à poser une voie veineuse? C'est très difficile de répondre à cette question parce que les études sont disparates. Moi, je pris cette étude qui était simplement un poster. Il retrouve environ 20% d'échecs. Ce qu'on va voir au fur et à mesure des études que j'ai retrouvées, c'est que chacun dans ces études prend des facteurs prédictifs d'échecs ou en retrouve qui ne sont pas les mêmes d'une étude à l'autre. Dans cette étude-là, la chimiothérapie était un facteur d'échec, l'arrêt cardiaque, l'obésité, l'âge de plus de 65 ans et la femme, avec des P significatifs. Mais après, si on prend l'anesthésie pédiatrique, on retrouve de 44 à 53% d'échecs à la première tentative. Et les facteurs d'échec sont l'agitation psychomotrice.
il y aurait la couleur sombre de la peau, l'obésité. J'ai mis plein de points d'interrogation, parce que est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres études? Pas vraiment. Le seul score qui existe à ce jour pour un peu valider, c'est le DIVA score, c'est le Difficult Intravenous Access Score, qui a été créé par Yen en 2008. Il a fait un score à partir de 650 patients. Pour les pédiatres, déjà, ce qui me choque un petit peu, c'est que ce score pédiatrique, il prend des gens qui vont de 0 à 21 ans. À 21 ans, peut-être, bon, il y a encore peut-être beaucoup d'enfants, mais c'est plutôt une morphologie adulte. Et il arrive quand même à définir un risque prévisible d'échec supérieur à 50% ou à 50% quand ce score est supérieur ou égal à 4. Lui, dans ce score-là, il ne retrouve pas que la couleur de la peau, ni les impressions subjectives de difficulté à piquer, ni l'utilisation d'alcool ne modifient pas la qualité du score. Ils ne sont pas, dans cette étude, des facteurs d'échec. Est-ce que ce DIVA score est valable? Certainement. Il a été confirmé par Ricker en 2011 et il dit qu'il dépiste bien les enfants difficiles à piquer. Donc ça, c'est l'étude de confirmation. Ce score d'accès veineux difficile, moi, je trouve en tous les cas qu'il n'apporte pas grand-chose, en tous les cas chez l'adulte. Et chez l'enfant, ça se discute, mais il dit en gros, si on ne voit pas la veine et si on ne la sent pas, ça va être difficile, on s'en doute ça. Ce qui rapporte en plus, c'est que plus l'enfant est jeune, plus c'est difficile, et l'antécédent de prématurité chez les enfants rend l'accès veineux plus difficile. Chez l'adulte, évidemment, il n'apporte pas grand-chose. Il faut attendre 2016. En 2016, il y a un adulte DIVA score qui a 5 items. Est-ce que la veine est palpable? Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'une pose de voie veineuse a déjà été difficile? Est-ce que le patient nécessite une chirurgie en urgence? Dans l'étude qui a mené ce score, il a retrouvé que c'était un item qui rendait l'accès veineux difficile. Et est-ce que le diamètre de la veine est inférieur ou égal à 2 mm? Chaque critère vaut 1 point. L'accès veineux n'est pas considéré difficile entre 0 et 1, difficulté moyenne entre 2 et 3, et le risque de difficulté est élevé quand c'est supérieur à 3. Alors, on remarque, je dirais que c'est une étude qui n'est faite que au bloc, c'est que pour les patients qui sont au bloc opératoire, que les patients chirurgicaux. Et dans cette étude ont été inclus des infirmiers ou des anesthésistes qui avaient au moins 3 ans d'expérience. Donc déjà, ça a quand même sélectionné, je trouve, le score de ADIVA. En 2014, une étude qui a été publiée sur les facteurs de risque associés avec un accès veineux difficile chez les adultes, ce coup-ci, aux urgences, publiée dans l'American Journal Emergency Medicine, donc une revue correcte. 700 patients, c'est pas mal. Et là, ils considèrent que 12% des patients ont un accès veineux difficile. Dans cette étude, il faut au moins 3 essais, donc 3 échecs, ou avoir tout de suite une utilisation d'un Rescue Vascular Access. Dans cette étude, ils trouvent encore d'autres facteurs de risque de difficulté de l'accès veineux, comme le diabète. Enfin, les difficultés sont le diabète, la drépanocytose, l'antécédent de toxicomanie. L'accès veineux n'est pas plus difficile en fonction de l'âge, de l'obésité et l'antécédent de dialyse. L'antécédent d'accès veineux difficile dans cette étude n'est pas un critère d'accès veineux difficile, puisque seuls 14% des patients qui ont un accès veineux difficile le sont dans l'étude. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas facile de se faire une vraie idée. Chacun a cherché des critères, mais qui sont vraiment différents d'une étude à l'autre. Et même déjà, est-ce que l'accès veineux est difficile? Les chiffres sont très, très différents. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que je retiens en gros que dans 10 à 20% des cas, l'accès veineux, effectivement, est difficile. Ce que je pense également, c'est que est-il nécessaire d'avoir un score pour que l'infirmier ou l'anesthésiste ou le médecin se disent que ça va être difficile? Moi, je crois que l'expérience, un peu comme pour l'embolie pulmonaire, on dit que pour suspecter l'embolie pulmonaire, l'expérience du médecin est supérieure à tous les scores qui existent. Moi, je pense pareil que l'expérience de l'infirmier ou de celui qui pose les voies veineuses est supérieure aux scores qui existent. L'intérêt des scores, à mon avis, c'est pour mener des études, comme par exemple comparer l'apport de l'échographie dans l'accès veineux difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on pense qu'on va avoir un accès veineux difficile? Ce que j'ai appelé ça les trucs et astuces.
Alors, les mesures de vénodilatation. Alors, évidemment, il faut placer le membre choisi sous le niveau du cœur pour dilater la voie veineuse. Les pédiatres, je trouve ça rigolo, les pédiatres disent qu'il faut un tapotement dit amical. Le pédiatre est toujours amical. Quand on tapote trop fort sa veine, on aurait un effet inverse en induisant une douleur et donc une vasoconstriction. La contraction musculaire, comme vous le savez, augmente le débit et donc le rétro veineux. Certains ont proposé d'appliquer la chaleur locale, comme Lennart en 2002. Moi, je trouve que c'est quand même des mesures assez dures parce qu'il chauffe à 52 degrés. Moi, je trouve ça très chaud. Pendant 15 minutes, ça prend du temps. Évidemment, la chaleur locale vasodilate. Et dans son étude, ça diminue le délai et le nombre de tentatives. Certains ont essayé des patchs d'énergie nitrée qui sont vasodilatateurs. Moi, je trouve que c'est un petit peu complexe. Il faut mettre son patch, il faut attendre. Le problème, ça empêche les patchs qu'on met sur les cathlons de coller. Il y a un risque théorique d'hypotension chez le patient et le soignant doit bien faire attention également avec les patchs nitrés. L'EMLA, on dit tout le temps de mettre un patch d'EMLA chez les enfants, c'est ce qu'on fait tout le temps, le DOM, mais en fait, c'est le faux ami. Ça entraîne une vasoconstriction cutanée très importante qui peut rendre plus difficile la dilation des veines. Donc, certains ont proposé de faire des patchs anesthésiques en les chauffant. Il existe également des systèmes comme les Venlight, le Gen Viewer Vision, la QVEN, qui sont des systèmes équipés de LED ou de sources de lumière qui permettent de mieux voir les veines au travers de la peau. J'ai mis que c'est à mieux étudier parce que, notamment pour un des systèmes, le laboratoire a fait l'étude et trouve qu'on pique mieux. Mais une étude, par contre, montre que les infirmiers expérimentés ont un taux d'échec plus important avec ce dispositif que quand ils font sans système. Ça a été peu étudié et ça manque d'études pour qu'on ait une conclusion à donner. Alors, tout le monde va dire ça, l'échographie, évidemment. Alors, j'ai mis un point d'interrogation, pourquoi, vous allez voir. Les gens qui ont fait des études, le plus souvent, ils étaient très en faveur de l'échographie, donc ça frise la subjectivité. Tony Gère, en 2009, il prend les enfants qui ont moins de 10 ans, qui sont difficiles à piquer. Dans son étude, il dit que ça diminue le temps de pose de la voie veineuse périphérique. On passe de 6 minutes contre un quart d'heure autrement. Ça diminue le nombre de tentatives, mais la population étudiée est bien faible, 50 patients, et c'est non significatif sur le succès de la pose. Dans un journal de pédiatrique anesthésia, l'échographie permet de poser la voie veineuse plus difficile des enfants de moins de 3 ans quand un accès veineux est difficile. Constantino en 2005, les infirmiers sont en échec de voie veineuse après 3 tentatives, chez les toxicomanes, chez les gens qui ont une pathologie chronique ou les obèses, que 60 patients. Je trouve que les chiffres sont un peu gros. 97% de succès avec l'échographie contre 33% sans échographie. On est 3 fois plus rapide. J'ai encore une étude encore plus… Là, c'est des Scandinaves. Ils prennent les infirmiers anesthésistes. On n'inclut que des patients qui ont un accès veineux difficile. Et là, on passe de 0% de succès pardon, je bafouille, à 83% de succès. C'est trop, quoi. Je trouve que c'est trop. Le temps de pause est diminué par 2, le nombre de ponctions diminue, et on pose moins de cathés veineux sans trop. J'ai trouvé une étude, les gens qui font les échecs les publient moins. Lui, Stein, en 2010, montre qu'il y a sur 59 patients, c'est plus long avec l'échographie, lorsque l'accès veineux est difficile. Alors, que penser de tout ça? Grassegan, en 2013, fait une méta-analyse. Il trouve uniquement 7 études qui sont valables pour les inclure dans la méta-analyse. Vous voyez, même pas 300 patients. Et sa conclusion, c'est qu'avec l'échographie, on augmente le taux de succès. Mais on n'améliore pas le délai de la pose ni le nombre de ponctions. La SFAR a pris le problème en considération et en 2015, ils ont fait une recommandation formalisée d'experts sur l'utilisation de l'échographie lors de la mise en place d'accès vasculaires. Et donc, ils reprennent un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est que les études sont peu nombreuses, la qualité globale des preuves est modérée, les résultats sont imprécis, la balance bénéfice-risque, le coût bénéfice-risque sont probablement favorables. Et ils disent les conséquences désirables l'emportent probablement sur les conséquences indésirables et font une recommandation faible en faveur de l'échographie. Ça, c'était en 2015. Depuis, il y a eu la méta-analyse de Von Loon en 2018.
8 études seulement qu'il inclut dans sa méta-analyse, un nombre de patients assez considérable, 1660 patients. Là, il montre des résultats qui me semblent plus cohérents quand même. L'échographie permet plus de succès, 81%, contre 70% sans l'échographie. Là, dans cette méta-analyse, moins de ponctions sont nécessaires et moins de temps pour poser la voie veineuse. Donc comme on peut le voir, c'est que on sent que l'échographie, on est en faveur, mais ça manque de qualité scientifique, ça manque d'études bien faites, bien conduites. On sent que on va vers ça, mais vous voyez, on pourrait se dire que c'est bien étudié, c'est évident que l'échographie est supérieure. Là, on peut se dire que c'est une très, très grosse étude qui sort de très grande qualité. Ça pourrait bien modifier les choses, soit en faveur, soit en défaveur de l'échographie. Bon, rapidement, je vous montre. Donc, l'échographie, soit on la fait in plane, c'est-à-dire qu'on met l'axe de la sonde d'échographie dans l'axe de l'aiguille et on voit cette aiguille qui rentre sous la peau. On la voit dans sa longueur. Soit on la fait out of plane, on met la sonde d'écho perpendiculaire à la voie veineuse. Là, on la voit un petit peu en biais. Et dans le dernier cas, on voit juste un point qui est l'aiguille qu'on voit sous la peau et on va à la recherche de notre veine. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne peux plus changer ma diapo. Voilà. Donc, ça, c'est une image. Là, on retrouve l'aiguille qui est dans la veine. Et quand on fait dans l'autre plan de l'agrégation d'échographie, on voit son aiguille qui est comme ça. En pratique, eh bien, les infirmiers parisiens, qui doit être le top de l'infirmier, puisque en 2014, l'ARS de l'Île-de-France a autorisé les infirmiers à faire de l'échographie pour mettre des voies veineuses, mais que les infirmiers parisiens. Il faut attendre 6 ans quand même pour que finalement le collège de la Haute Autorité de Santé donne l'autorisation à tous les infirmiers de France pour poser des voies veineuses périphériques ou la ponction artérielle radiale sous échographie. Alors, une alternative à l'échographie, c'est évidemment la voie intra-osseuse. C'est un vieux système qui existe depuis 1916, qui était en disgrâce jusqu'en 1984, jusqu'à ce que James Orlowski s'est occupé d'une épidémie de choléra en Inde. Et il a posé là, à ce moment-là plein de voies intra-osseuses. Donc, une phrase que j'ai reprise dans Making down for an intravenous line. L'intérêt de la voie intra-osseuse, c'est que c'est une voie intramédulaire qui ne se collabore pas, même lorsque la patiente est en état de choc ou lors d'un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, c'est la meilleure alternative à la voie veineuse périphérique, en urgence, en tous les cas, chez l'enfant et chez l'adulte, et devant la voie centrale, évidemment. C'est dans les recommandations internationales pour l'arrêt cardio-respiratoire. En première intention en pédiatrie, c'est des recommandations depuis 2000. Même niveau de priorité est-il écrit pour la voie intraveineuse, pour l'obtention d'une voie veineuse vasculaire chez l'adulte depuis 2010. L'intérêt qu'on est en difficulté de voie veineuse chez le polymyélite traumatisé, les incarcérés, les états de choc, et évidemment l'impossibilité d'obtenir une voie veineuse périphérique en situation d'urgence. On a 8 lieux de ponction possibles, 4 à gauche, 4 à droite, l'humérus proximal, le fémur distal, le tibia proximal et le tibia distal. Donc, je vous dis rapidement, vous pourrez relire après si vous voulez, mais donc il y a 3 tailles d'aiguilles pour les enfants et pour les adultes en fonction du lieu et de l'âge et du poids du patient. Alors, les choses n'ont pas beaucoup évolué finalement quand on voit cette image. À l'époque, on prenait un marteau pour insérer la voie intra-osseuse au niveau du sternum. Et aujourd'hui, on fait le même geste avec une perceuse. On passe d'un marteau à la perceuse. En un siècle, les choses ont finalement peu évolué. La technique reste finalement pas très différente. Il y a des contre-indications. S'il y a une infection au point où on veut poser la voie intra-osseuse, s'il y a de l'inflammation, une brûlure au point d'insertion, un traumatisme local, s'il y a une intention chirurgique du matériel, et la maladie osseuse congénitale sont des contre-indications. Est-ce que le débit est bon? En tous les cas, j'ai retrouvé cette étude où ils ont fait une étude chez le cochon en arrêt cardiaque. Là, vous voyez que la voie intra-osseuse ou la voie veineuse tibiale ont exactement le même débit. C'est exactement pareil qu'une voie veineuse donc de moyen calibre.
Les intérêts sont multiples. C'est très, très rapide à poser, c'est très efficace, ça marche très, très bien. Le produit injecté va très, très vite dans la circulation. Donc, là, vous voyez, c'est écrit en 10 secondes dans l'articule droit. Les thérapeutiques possibles sont exactement les mêmes, les posologies sont les mêmes. Il faut penser à faire un flush avant pour créer une petite poche de liquide dans la voie intra-osseuse. Le remplissage est équivalent à une voie veineuse périphérique de moyen calibre, un 20 gauche. Il faut bien penser à mettre une poche de contre-pression gonflée à 300 mm de mercure. Tout ceci permet un remplissage jusqu'à 7 litres en numéral. C'est la voie qui donne le plus de débit, c'est le numéral. Et sur les autres sites, on divise par 2 la possibilité de remplissage chez le patient. Alors, j'ai fait un petit essai tout à l'heure, ça marchait. Voilà, un petit film pour vous montrer, c'est de mettre partout les voies veineuses. Donc, c'est des militaires dans un hélicoptère qui vont faire une transfusion en urgence à un patient qui n'est pas trop en forme. Voilà, donc vous voyez qu'on peut mettre cette voie intra-osseuse vraiment dans des conditions très, très compliquées. Ça permet, et c'est très rapide à poser. Donc, mes conclusions pour ce topo, c'est que malgré sa banalité, la pose et la difficulté de la voie veineuse périphérique sont très peu étudiées, avec peu d'études de très bon niveau. 20%, c'est un chiffre moyen que j'ai retrouvé. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition pour pouvoir faire des bonnes études pour dire qu'est-ce qu'une voie veineuse difficile. On ne sait pas vraiment est-ce que c'est 3 échecs, 4 échecs, donc, comme vous avez vu, la couleur de la peau ne l'est pas, mais chacun a pris un peu ses petites définitions. Donc, on ne peut pas faire d'études internationales, par exemple, ou d'études. Il faut vraiment que ce soit défini qu'est-ce que la voie veineuse périphérique est difficile, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. L'apport de l'échographie, on pense que ça marche, on le sent, mais pas de preuves solides scientifiques non plus. Il faut faire des études encore. Et donc, mon autre conclusion, c'est que la place est devenue bien minime pour une voie centrale en cas d'échec d'une voie veineuse périphérique, en tout cas dans le domaine de l'urgence, en tous les cas. Voilà, je vous remercie. Et cette petite diapo pour finir, pour vous rappeler le congrès qui aura lieu à Quimper en novembre 2021. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Si vous avez des questions, on les regroupera et puis on les traitera en fin de webinaire. Là, je vais laisser la parole à Monsieur Hervé Rosé, qui va nous faire un point sur les techniques de fixation des voies veineuses périphériques et des centrales aussi, parce que vous parlez des pics également. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Merci Arnaud et merci Nicolas de votre invitation. Donc moi, je dois parler de la sécurisation des voies veineuses centrales. Alors, je vais tout revenir au début. Vous voyez tous bien, j'espère. Donc, merci aussi à mon équipe et à l'équipe avec laquelle je travaille de me permettre d'avoir une expérience à vous présenter. Je vais vous parler de mes liens d'intérêt, d'abord avec mon employeur, mon hôpital, et puis avec 2 fournisseurs, Vigon et BD. L'objectif du cathéter, c'est de permettre son utilisation pour les médications sur l'ensemble de la durée nécessaire, et cela sans complications infectieuses, thrombotiques, mécaniques, et on va voir celle du déplacement secondaire. La sécurisation, au terme français, c'est un petit peu plus que attacher, que fixer le cathéter. C'est sécuriser, et ça veut dire simplement donner ce sentiment de sécurité, rassurer, apaiser le patient et le professionnel.
Alors, j'essaierai de vous parler du contexte, du choix du dispositif. Alors, je ne vais pas m'étendre, hein, on va parler des cathéters veineux périphériques, du midline, du PIC, du cathéter veineux central traditionnel et de la voie fémorale. Du choix de l'orifice de sortie qui participe à cette sécurisation en parlant de la voie de Dawson et puis de la tunnelisation. Enfin, des choix de moyens de fixation en priorisant les sutureless devices et des dispositifs adhésifs, de l'ancrage sous-cutané et de la colle. Enfin, quelques mots sur le pansement et puis on aura une discussion en fin de session. Et cela, c'est indissociable du professionnalisme des soignants. En effet, aujourd'hui, on remarque un petit peu de difficulté au décours de la formation initiale. Et donc, il faut que cette formation initiale des poseurs soit bonne et continuer cette formation par une formation continue. L'importance de cette formation initiale et continue, elle doit avoir lieu pour les poseurs et pour les soignants qui réalisent les pansements par des trainings et des coachings répétés. Imagine-t-on des pompiers aller sur un feu sans s'entraîner, un groupe de gendarmerie intervenir sans entraînement pour le tir. Pour nous, c'est la même chose. Il faut s'entraîner, il faut être coaché de manière régulière. Et donc, c'est indissociable de l'organisation des soins, de ce ménagement des soins et des soignants. Alors, le choix du dispositif intraveineux, eh ben, les voies veineuses périphériques, les midlines, les pics, les voies veineuses centrales thoraciques et les voies veineuses fémorales doivent être adaptées aux médications, à leur durée, au capital veineux du patient, à ses activités, à l'hygiène. Et donc, il faut poser une bonne indication. Tout ça pour avoir le bon dispositif pour le bon patient. Le choix de l'orifice de sortie est important. Pour les voies veineuses périphériques, eh ben, il faut éviter les plis de flexion si on veut que la voie dure et qu'elle dure au minimum 72 heures, voire plus, comme certaines recommandations anglaises aujourd'hui le permettent. Pour les PICC lines, il faut essayer de se mettre à distance du creux axillaire, zone où il y a de la transpiration et de la pilosité et où le cathéter s'infectera plus facilement. Il faut être à distance du pli du coude pour ne pas gêner le patient dans la flexion de celui-ci et pour le caractère mécanique. Et donc, la voie la plus adaptée, c'est le tiers moyen dans cette zone verte, dite zone verte de Dawson. Donc, sur un bras un petit peu qui fait, on prend le tiers moyen, et pour le PICC line, on prendra la gouttière bicipitale, et puis on trouvera nos vaisseaux, et on essaye de se mettre dans ce tiers moyen. Parfois, c'est difficile parce que le calibre de la veine est faible, et il faut aussi respecter d'autres critères, un critère d'occupation de la veine qui doit être inférieur à 33% de cette veine. C'est là où cet accès veineux sera stabilisé au mieux, donc au tiers moyen du bras. Je vous ai mis quelques dessins ici. Voilà. Pour les catheters cervicaux, eh bien, il faut de la même façon distinguer la partie cervicale. Alors, je ne sais pas si ma flèche, vous la voyez, la partie cervicale, la partie axillaire et puis la partie sous-claviculaire, on va dire sous-claviculaire, sus-claviculaire et cervicale. Voilà. Et il vaut mieux faire sortir son cathéter dans la zone verte de Dawson encore, donc dans la région sous-claviculaire, ce qui va faciliter le pansement, son adhésion, dans une zone où il y a peu de pilosité, où elle ne repousse pas rapidement, et il y a peu de flexion. Donc, on voit bien en réanimation, c'est là où on préfère avoir ces orifices de sortie de cathéter. C'est aussi corrélé à la densité microbienne qu'on peut prélever à ces différents endroits. Vous avez en référence l'article de Ricoeur. La tunnelisation va permettre de stabiliser
votre cathéter. Elle va permettre de le sortir à un endroit adapté pour le pansement, loin de la macération. Et puis, elle va permettre de respecter le calibre approprié de la veine qu'on veut ponctionner. Vous savez que si on ponctionne une veine trop fine, eh bien, on va favoriser la thrombose. Et donc, on va pouvoir, dans ces conditions, choisir une veine plus grosse, même s'il est éloigné du point de sortie, pour respecter donc cet élément, diminuer le risque thrombotique et s'éloigner, l'amener vers un endroit où le pansement sera plus facile à réaliser. On va stabiliser ce cathéter et vous savez que quand le cathéter bouge, eh ben, il y a des petits mouvements d'aller-retour de quelques millimètres et ces mouvements dits de pumping favoriseraient également la lésion de l'endothélium veineux et favoriseraient la thrombose. Donc ici, vous voyez un cathéter qui est fixé, donc l'orifice de sortie est au tiers du bras et l'orifice de tunnelisation est un petit peu proche du creux axillaire. Il est fermé ici par un point de monocrine. Voilà. Pour les voies veineuses centrales thoraciques, vous voyez que sur l'image de droite, on s'éloigne de la canule de trachéotomie. On est dans la région sous-axillaire. Chez cet enfant, on s'est éloigné également de la région axillaire, même si on a ponctionné en sus-claviculaire. Idem chez cet adulte à droite. Donc ici, cet exemple pour une ponction fémorale, on s'éloigne du pli inguinal où on est proche des organes génitaux, plus proche des orifices naturels, où la macération est importante, où les mouvements sont importants, et en s'éloignant sur la face externe de la cuisse, notre cathéter va durer plus longtemps et va s'infecter moins longtemps. Intéressons-nous à la fixation des cathéters. On sait aujourd'hui que le retrait progressif ou brutal du cathéter arrive de manière assez fréquente. Alors, ça arrive pour les cathéters veineux périphériques où celui-ci est arraché, mais ça arrive chez les PIC, par exemple, dans 7% des cas prématurément. Et ça génère du temps, des radios de contrôle, donc des surcoûts, la souffrance chez le patient parce qu'il n'aime pas être piqué, et puis de nouveau de l'anxiété. Est-ce que je vais pouvoir recevoir mon traitement ou pas? Alors, oups, c'est ce qu'on a souvent, et ça survient souvent pendant les soins infirmiers. Et Jocelyn Hill avait démontré dans son étude en 2017 que ça survenait pendant 88% lors de la réfection du pansement, surtout avec ces dispositifs adhésifs. Alors, ce retrait progressif, on le voit comment? On le voit parce que la distance entre l'émergence cutanée et le zéro du cathéter, qui peut être notée sur le carnet de surveillance, eh bien, elle augmente progressivement avec la réfection des pansements. Eh bien, c'est entre 6% en fonction des études chez l'adulte, ici dans une étude d'orthopédie, et 30% chez l'enfant dans un service de soins intensifs d'hématologie. Voici les deux autres études citées en référence. Donc, ici, chez l'adulte, 3,8% sur ma gauche, 8% chez l'enfant sur ma droite. Ce retrait progressif du cathéter, qu'on va voir à l'émergence cutanée, eh ben, il va altérer son caractère fonctionnel parce que la bonne place de l'extrémité distale va être mise en cause. Forcément, si on tire le cathéter, eh bien, il ne sera plus à la bonne place à la jonction atriocave. Donc, on aura une diminution du retour veineux lors des tests d'aspiration, et puis les perfusions passeront moins bien, passeront moins vite, passeront moins constamment. Et puis, on augmentera considérablement le risque de thrombose et de déplacement secondaire lors de la vie de tous les jours ou lors d'efforts de vomissement pour les cathéters longue durée. Demain, nous pourrons assister, grâce à l'utilisation de protocoles, à la disparition de ces déplacements secondaires, tant des pics que des cathés cervicaux, ou même des midlines,
et on pourra faciliter le pansement en favorisant donc sa réalisation. Je dis quasi-disparition parce qu'on a, dans notre expérience, encore quelques cas de retrait accidentel. Donc, classiquement, le cathéter, il était fixé par des sutures, et les sutures, elles sont source de désagréments pour le patient, de démangeaisons, notamment chez l'enfant, qui va fouiller sous le pansement et qui va arracher son cathéter. Et puis, comme c'est assez mal enseigné dans les IFSI et pas tellement dans nos établissements de santé, et que les équipes bougent beaucoup, eh ben, c'est souvent mobilisé lors des pansements réalisés avec des adhésifs. Alors, pourquoi les sutures ne sont plus conseillées? Parce que c'est une effraction cutanée au voisinage du point d'entrée du cathéter, et que cette effraction cutanée, elle est une des sources de colonisation du cathéter et de majoration du risque infectieux. On verra, de nombreuses sociétés savantes recommandent d'abandonner les sutures pour les cathéters veineux centraux. La fixation, elle doit être efficace et elle doit être réalisée pendant la mise en place. Ça, c'est les recommandations validées par l'HAS, issues du New England, issues de l'expérience américaine. Les sutureless devices, ils devraient être favorisés pour tous les dispositifs intraveineux et on devrait supprimer les sutures. Voici les recommandations, ou en tout cas les sociétés savantes qui le recommandent. Aujourd'hui, il y a plusieurs options. Un dispositif collé sur la peau, ce sont les sutureless devices type StatLock ou GripLock. Et puis, les dispositifs insérés dans le pansement, il y a plusieurs maisons qui en font, notamment 3M, des espèces de petites armatures en plastique insérées dans la cotonnade ou insérées dans le polyuréthane du cathéter. Et enfin, un dispositif sur lequel je vais plus m'étendre, un hameçon posé en sous-cutané, qui semble aujourd'hui le plus efficace pour sécuriser ce dispositif et prévenir son mouvement son immobilité lors des mouvements. Alors, ça, c'était pour le dispositif collant, pour le dispositif intégré dans le pansement. Et en tout cas, la sécurisation, c'est pas ça. C'est pas superposer des pansements. Bon, d'ailleurs, on ne voit plus rien ce qui est dessous, et puis c'est plus du tout respirant. C'est plus ça non plus, parce que vous voyez, quand on les superpose, les multistrips ne préviennent pas les retraits intempestifs du cathéter. La fixation par ancrage sous-cutané est réellement nouvelle. C'est ce dispositif. Alors, on va l'appeler par son nom commercial parce qu'il n'a pas d'autre et pour l'instant, il est le seul sur le marché. Alors, théoriquement, on devrait l'appeler ancrage sous-cutané. On va l'appeler Securacat. Alors, c'est un petit ancre qui se met dans la région sous-cutanée et un capot va venir clipser le cathéter et l'attacher vraiment solidement. On plie cette encre pour l'insérer dans la peau et on clipse le cathéter à la fin de sa mise en place. Et là, vous pouvez vraiment presque soulever le bras du malade en mettant une traction dessus. Et pour favoriser les pansements, vous pouvez lever le cathéter et passer avec votre désinfectant au-dessous, sans avoir risque de le bouger. L'insertion, elle est non douloureuse et voilà ce que ça donne quand on l'utilise sur une voie centrale classique. Et donc, on peut l'utiliser sur un PIC, mais aussi sur une voie centrale traditionnelle. On peut l'utiliser d'ailleurs pour autre chose que des voies centrales. On peut l'utiliser pour des cathéters de radiologie, des dérivations urétérales, des dérivations biliaires, des dérivations de neurochirurgie. Pour tout ce qui est précieux, c'est vraiment ce qui est recommandé. Et voilà ce que ça donne par radio. Vous voyez dans le cercle bleu le petit image et le petit hameçon sous-cutané. Les bénéfices attendus lors de l'utilisation de ce Securacat, c'est l'absence d'interruption dans les traitements liés à la sécurisation vraiment parfaite du cathéter. On n'arrachera plus le cathéter, donc on pourra être certain de lui donner son traitement en temps et heure.
moins de complications, moins de remplacement de cathéter, une diminution de ces coûts de remplacement et des coûts induits, enfin donc espère une réduction de la morbidité. Alors il y a plusieurs études que je vous laisserai reprendre et étudier. Donc les patients sont contents, les infirmières sont plutôt satisfaites, elles ont besoin d'une formation pour le retrait. Dans cette étude de 2017, une étude italienne concernant la pédiatrie, vous voyez les deux lignes du bas qui sont assez faiblement visibles, mais qu'on devine en pointillés. C'est le groupe d'enfants qui bénéficient de Secura 4. Il y a moins de morbidité et moins de mortalité lorsqu'on utilise les Secura 4 chez ces enfants. C'est une étude prospective et qui a fait adhérer l'ensemble des équipes italiennes, notamment de pédiatrie, pour ce dispositif. Dans notre établissement, ça a réellement révolutionné la prise en charge. On ne repose plus de voies veineuses pour des causes d'arrachement qui étaient vraiment fréquents avec les sutures. Donc ici, on voit, c'était le début, une quasi-disparition. Il y avait 14% d'arrachement dans le groupe A de cathéter, et dans le groupe B, le groupe Secura 4, on avait 1,1% de déplacement secondaire. Une autre étude italienne, cette fois chez l'adulte, a étudié 30 patients. C'était surtout une étude médico-économique. 30 patients. Elle a étudié le coût des dispositifs adhésifs qu'il aurait fallu sur une période d'environ moyenne de 145 jours. Il en aurait fallu 700. Et ce coût de 700 dispositifs adhésifs était largement contrebalancé par l'investissement initial en Secura 4. Et par ailleurs, le temps de pansement était réellement plus court et rassurait les infirmières qui étaient confrontées au Secura 4. Et si on s'intéresse également au coût de remplacement des cathéters, cette même étude avait fait une évaluation sur ces 793 pics. Sur ces 793 pics, il y avait 63 arrachements secondaires nécessitant un replacement. Et ce replacement, qui n'était plus nécessaire sous Secura 4, avait coûté 18 710 €. Et donc, vous voyez, un surcoût lié encore au remplacement de ces cathéters. Donc, le surcoût, c'est surcoût remplacement des cathéters arrachés, remplacement des dispositifs adhésifs, et puis temps de pansement moindre avec le Secura 4. Donc, d'autres études l'ont prouvé. Je vais pas m'étendre dessus. Chacune avec leurs organisations. Ici, 59 000 livres d'économie. Madame Goossens, elle, avait retrouvé simplement dans une étude préliminaire une diminution du temps de pansement. Mais c'était une étude préliminaire, les choses se sont bien améliorées et bien accentuées depuis. Réellement, c'est plus facile de faire le pansement parce qu'on peut bien soulever le cathéter au-dessus, au-dessous et pendant toute sa durée. Une seule étude qui ne montre pas un intérêt manifeste, mais ils étaient aussi en début d'utilisation. Peu d'intérêt sur le pic, mais des intérêts sur les cathéters centraux tunnélisés. Les sociétés savantes, en 2016, ont recommandé les dispositifs adhésifs et le Secura 4. Ils confirment qu'il faut éviter les sutures. Ici, le NICE est bien connu parce qu'il a une approche assez pragmatique. Lui demande d'avoir un pansement transparent semi-perméable, bien sûr, mais que la peau, on doit décourager l'utilisation des sutures pour la fixation des cathéters, et on doit utiliser les dispositifs non invasifs, incluant le Secura 4.
Et on doit l'utiliser notamment pour toutes les perfusions supérieures à 15 jours. La Société mondiale des cathéters, au niveau du WOCOVA, du Congrès mondial des cathéters, et le GABACELT, dans une conférence d'experts, a recommandé également l'utilisation du Securac. Dans notre expérience, on a encore quelques déplacements, mais quelquefois en pédiatrie, mais les infirmières utilisaient du remove, un lubrifiant ou un décapant pour enlever les adhésifs, parce que ces petits-enfants, il ne fallait pas leur faire de mal, mais on lubrifiait en même temps la surface entre le silicone et du clips et le polyuréthane, et on favorisait les glissements. Au début, on pouvait avoir aussi de mauvais clipsages lors de la pose, et parfois, il faut faire attention lors de la manipulation du pansement, lorsqu'on change le pansement en polyuréthane transparent, on peut être amené à déclipser de manière intempestive ce Securac. Quelques petits mots sur les colles médicales. Les cyanoacrylates qu'on trouve dans nos supermarchés, dans nos magasins de bricolage. On les utilise en médecine dans des domaines divers, et déjà depuis 2007 pour la fixation des cathéters veineux, en 2004 pour les cathéters périduraux. On réalise des scléroses de varices ésophagiennes, de varices des membres inférieurs. On diminue, on limite les décollements de rétine. On ferme certains plans chirurgicaux depuis 1990. Donc, cet acrylate est déjà bien connu maintenant dans le milieu médical. Il y a deux types de colle et il y a également des mélanges possibles. Le N-butyl-cyanoacrylate, il sèche plus vite, il est plus rigide, il est plus efficace contre l'arrachement. Par contre, il est un petit peu moins étanche rapidement. Par contre, il est aussi plus hémostatique. C'est celui qu'on utilise pour le point d'insertion de nos cathéters afin d'avoir un élément hémostatique au niveau de l'entrée du cathéter. Le 2-octylcyanoacrylate, lui, est plus long à sécher. Par contre, il y a une résistance plus élevée à la traction parce qu'il est plus souple, plus flexible. Il est plus étanche rapidement et on l'utilise en chirurgie pour fermer les cicatrices. On l'utilise, nous, pour fermer également certaines cicatrices de fermeture de Pâques. Et donc, ça limite aussi les pansements. Il n'est pas cytotoxique et il ne donne pas une réaction de chaleur au niveau de l'effraction cutanée quand on l'utilise. Alors, ça diminue le segment au site de ponction, ça diminue la contamination bactérienne et ça devrait sécuriser également contre les déplacements intempestifs. C'est peu coûteux et c'est sans contre-indication. Alors, cette étude de Ricard dresse le nombre de colles qui existent sur le marché. Je vous laisserai l'étudier. Cette étude montre que la colle n'altère pas les capacités du cathéter, notamment en polyuréthane et en silicone. Et le cathéter mis en contact pendant 15 jours et regardé au microscope électronique, regardé au microscope optique, bénéficiant de tests physiques, n'a pas trouvé ses qualités altérées sur une période de 12 semaines. Quand on l'utilise avec des antiseptiques, si on utilise l'antiseptique avant, les qualités de l'antiseptique et les qualités de la colle ne sont pas altérées. Donc, il y a vraiment une innocuité de ces produits de colle. Réellement, c'est safe. Donc, la colle, pour contrôler le segment, c'est efficace et ça vous permet d'utiliser d'emblée un pansement transparent, sans tampon de ouate ou sans tampon de compresse au moment de la pose, et ce qui vous permet de différer votre premier pansement au 8e jour. Ainsi, vous diminuez la réfection du pansement dès la pose du cathéter. Et vous savez que la réfection du pansement, c'est toujours une source de problème, une source éventuellement de mobilisation et de déplacement du cathéter, on l'a vu en amont,
une source de désadaptation du cathéter, une source de contamination, et puis ça coûte sur le plan infirmier, sur le plan matériel. Donc, avec la colle, vous avez un joli petit pansement comme ça. Ici, c'était de l'octylacrylate. Et puis, voilà. Et on est sûr de ne pas avoir à refaire le pansement dans les heures qui suivent. Voilà, on l'utilise maintenant quasiment systématiquement dans notre établissement. Dans cette étude de plus de 1000 patients, 1300 patients, pour prévenir le segment, c'était efficace dans 100% des cas. Il faut bien comprimer la zone de ponction avant de poser la colle, sinon ça fait malgré tout une petite bouillie teintée, et c'est vraiment pas bien joli. Il faut vraiment comprimer le point d'entrée du cathéter entre ces deux doigts. On s'en sert pour la fermeture des dispositifs cutanés. Enfin, la colle, elle a un effet antibactérien. Si vous la disposez sur une boîte de pétri, eh bien, la croissance bactérienne, elle est ralentie au voisinage de la colle. Maintenant, c'est efficace sur les infections, mais c'est inclus dans des bundles. Et donc, c'est difficile de savoir la part relative de chaque élément. Le sutureless device, les bonnes techniques de ponction, la tunnelisation et l'utilisation de la colle. Enfin, quand on utilise des bundles, et c'est tous ces bundles dans une équipe de pédiatrie, on voit diminuer le taux d'infection de 1 à 10 dans cette étude. Et réellement, aujourd'hui, je vois mal comment on pourrait proposer de ne pas le faire. Et c'est vraiment, en tout cas, la tendance qu'il faut avoir dans nos services. Encore quelques mots sur la sécurisation pour les voies périphériques. Ça marche et je vous laisse le voir. La colle, c'est bon marché, c'est simple. Ça marche sur la réduction du segment et ça a un possible rôle sur la fixation. Les pansements, il faut qu'ils soient transparents, il faut qu'ils soient respirants, il faut qu'ils soient conformables à l'anatomie. Et donc ça, je vous laisserai l'étudier de votre côté. Et je vais conclure. Donc, le nouveau gold standard pour la fixation du cathéter, c'est vraiment cet ancrage sous-cutané associé à la colle et à un pansement transparent de qualité. C'est non dissociable d'une formation continue et répétée des équipes, d'une bonne organisation du soin. Pour tous vos projets, et si vous voulez des résultats, il faut que vous soyez comme des canards. En surface, il faut avoir l'air calme et posé, mais sous la surface, il faut pédaler comme un fou. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci. Merci beaucoup à nos deux intervenants pour ces interventions de très grande qualité. Alors, j'ai déjà pas mal de questions qui sont tombées. Alors, la première, elle s'adresse au docteur Offret. Combien de temps peut-on laisser un cathé intra-osseux en place? Alors, j'ai activé le son, c'est bon. Alors, le cathé intraosseux, tous les cathéters intraosseux, c'est 24 heures selon les commerciaux, les vendeurs, sauf le ZIO, celui que je vous ai montré, la perceuse, vous pouvez le laisser jusqu'à 72 heures. D'accord. J'ai une autre question cette fois-ci, c'est pour Monsieur Rosé. Faut-il changer systématiquement le strap ou grip lock tous les 7 jours, même si ce dernier est propre? Donc, entre parenthèses, car au final, on ne change pas le Secura 4 de toute la vie du cathéter. Monsieur Rosé. Oui, c'est ça. Les dispositifs adhésifs doivent être changés tous les 7 jours. Ils finissent par pas être propres, hein. Déjà, ils sont colonisés au bout de quelques heures. L'intérêt du Secura 4, c'est qu'il est en alliage nickel-titane et que les micro-organismes sont moins adhérents dessous et qu'il est très facilement nettoyable. Aujourd'hui, les études sur la diminution des infections a l'air d'être marquée avec le Secura 4 et en tout cas, elle est plus marquée avec les Secura 4 encore qu'avec les dispositifs adhésifs. Mais oui, il faut les changer tous les 7 jours. D'accord, très très bien. J'ai une autre question, là encore pour Monsieur Offret. Comment on enlève le cathé intraosseux?
Alors, juste on le tourne tout doucement, il va sortir de manière naturelle en le tournant. D'accord. Et j'ai une autre question sur les cathéters intra-osseux. En moyenne, vous en posez combien en urgence? Est-ce que c'est un acte que vous faites fréquemment ou est-ce que ça reste quelque chose d'exceptionnel? Non, c'est plutôt exceptionnel. Les infirmiers arrivent pratiquement tout le temps à poser une voie veineuse. Même dans les arrêts cardiaques, la voie veineuse est posée en quelques minutes. Donc, on en pose très peu. Mais heureusement, le geste est très facile et c'est pas, y a pas c'est pas très difficile à faire. Mais j'en pose combien moi, par an? 5 peut-être. D'accord. Et là, j'ai une autre question. Alors, en pratique, en préhospitalier, sur un arrêt cardio-respiratoire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser une chambre implantable? Un patient qui aurait une chambre implantable, est-ce que les équipes l'ont déjà utilisée? Non. Enfin, Jamais? dans mon expérience à moi, non. Non? D'accord. On va rester encore sur l'urgence. Quelle place pour la voie fémorale en urgence? Ah. Donc la voie fémorale, c'est donc une voie centrale. Aujourd'hui, c'est en troisième position. C'est vraiment la voie veineuse périphérique. Et après, c'est la voie intra-osseuse qui, maintenant, avec cette perceuse, c'est vraiment magique. Hein. C'est une pose très, très rapide qui est plus rapide et on a moins d'échecs de pose avec la voie intra-osseuse qu'avec une voie centrale. Donc, et avec la voie intra-osseuse, il n'y a pas d'échec normalement. Donc, cette voie fémorale elle est en troisième et on n'arrive jamais à cette troisième position Elle est vraiment exceptionnelle, quoi. exceptionnelle. Ouais, très bien. Alors, j'ai une question maintenant pour Monsieur Rosé. Faudrait-il utiliser tous les KTC pour diminuer les infections? Ben, j'aurais tendance à répondre oui. Et quand on a l'habitude, ça nous prend 2 minutes de plus. Alors en urgence, on n'imagine pas que ça soit le cas, mais j'aurais tendance à répondre oui. Et dans notre établissement, on a tendance à le faire. C'est pas constant. Notamment, c'est pas constant parce que quand on a des internes, quand on ça, ils viennent pas avec tout à fait avec nos habitudes, mais c'est vrai que ça prend pas longtemps de tunneliser une voie. Donc, je pense qu'on devrait l'utiliser. Alors, pour les voies longue durée, bien sûr. D'accord. J'ai encore une question pour vous. Quelles recommandations faites-vous si le KT, alors c'est mis entre parenthèses, un PICC line, sort pendant le pansement? Alors, il faut savoir comment il est mis. Il faut savoir de combien il sort. Alors, normalement, sur le carnet de surveillance, vous avez la distance entre l'émergence cutanée et le zéro du cathéter, ce qui vous dit, ben voilà, habituellement, le cathéter sort de 1 cm, de 2 cm. Et ça dépend de chaque équipe, ça dépend comment vos poseurs ont l'habitude de les placer. Les Anglais, par exemple, le font sortir assez loin parce qu'ils aiment bien faire des boucles. Nous, pour standardiser et faciliter le soin, on a plutôt tendance à le laisser à 1-0 cm. Voilà. Mais s'il sort de 3 ou 4 cm, il faut bien imaginer que le cathéter, il est tiré aussi au niveau atriocave de 3 à 4 cm. Donc, d'une zone, on va dire, idéale, il passe à une zone dangereuse, c'est-à-dire pro-thrombotique, très, très thrombogène, on va dire, plutôt que pro-thrombotique, pro-thrombogène. Et donc, là, il faut évaluer les répercussions de ce retrait avec une radio et voir s'il faut remplacer ce cathéter. Puis, ça dépendra de combien de temps encore le patient a besoin de son cathéter et des circonstances. Si c'est un patient qui a encore besoin de plusieurs semaines de cathéter, il faudra le remplacer. Si c'est un patient qui est malheureusement dans une phase on va dire, palliative, terminale, d'accompagnement, et bien là, bah, on essaiera de ne pas nuire et on se satisfera du cathéter tel qu'il est placé. D'accord, très bien. Alors, je lis les questions en même temps que vous. Hein. Faut-il un rinçage pulsé si on a un traitement en continu? Alors, on sort du domaine de la fixation, mais manifestement, c'est quelque chose qui intéresse. Est-ce que vous préconisez un rinçage pulsé si vous avez un traitement en continu? Alors, je crois déjà que
les infirmières qui vont utiliser le cathéter, elles engagent leur responsabilité quand elles vont brancher quelque chose. Donc déjà, au moment du branchement, au moment de leur prise de fonction, quand elles vont voir le cathéter, elles vont devoir vérifier que le cathéter il est en pleine lumière, qu'il fonctionne bien, qu'il est en pleine lumière vasculaire. Donc, elle va devoir vérifier qu'elle a un retour veineux et que ça passe bien. Donc là, en faisant cette manœuvre, elle devra aussi réaliser son rassage pulsé derrière. Alors, ça dépend quel est le produit en continu. Si c'est une nutrition parentérale, on voit que c'est possible. Et si c'est des amines, vous amusez pas à faire la rassage pulsé. Voilà, donc voilà, ça a du bon sens, mais normalement, l'infirmière en milieu hospitalier, elle doit le vérifier à chaque prise de poste. Et puis, à domicile, à chaque branchement de poche, par exemple, pour une nutrition parentérale ou pour le changement de seringue d'antibiotiques, etc. D'accord. J'espère que j'ai répondu. Cet effet mécanique est important aussi pour diminuer le risque d'occlusion. Et puis, entre chaque médicament, si vous avez un soluté et que vous allez faire un antibiotique puis un deuxième antibiotique, eh bien, il faut rincer, et si possible de manière pulsée, votre cathéter entre chaque antibiotique ou entre chaque produit. D'accord. Alors, j'ai toujours une question pour vous, cette fois-ci plus spécifiquement sur la question de Securacat. Très pragmatique, l'insertion de l'encre est-elle difficile, douloureuse? Faut-il faire une locale? L'insertion de l'encre, elle se fait au moment de la pose. Donc, ça fait 2-3 mm. Ce n'est pas douloureux, d'abord parce que vous le voyez, peut-être vous reprendrez les diapositives, mais c'est quelque chose de rond, de mousse au bout. Ça se fait dans la sous-cutanée et il y a déjà l'anesthésie locale de la procédure d'insertion. Donc, réellement, c'est indolore au moment de la pose. Le caractère un petit peu désagréable peut être signalé au moment du retrait. Alors, je pense que si on a une très bonne technique, ce n'est pas douloureux. Il faut couper en deux la base du Securacat et l'enlever comme un hameçon. Ça peut être en pédiatrie un petit peu douloureux. Nous, on a mis un protocole en place avec une injection d'1 millilitre de xylocaïne en sous-cutané au voisinage de l'encre. Et comme ça, les enfants ne se plaignent de rien. Et ça aide les choses. Chez l'adulte, honnêtement, je pense que ce n'est pas utile, mais on pourrait imaginer le faire aussi. D'accord, très très bien. Alors cette fois-ci, c'est une question pour Yannick. En fait, excusez-moi, je passe d'un interlocuteur à l'autre, mais je prends les questions telles qu'elles viennent. Question concernant le cathé intraosseux. Pensez-vous que le cathé intraosseux a sa place dans les chariots d'urgence des blocs opératoires, ou du moins, est-ce fréquent? Alors, moi, je ne travaille pas au bloc opératoire, donc ce n'est pas facile pour moi de répondre. Mais effectivement, s'il y a besoin d'une voie veineuse, si on a un échec de voie veineuse, c'est une des alternatives qui existent. Je ne travaille pas au bloc, mais je sais qu'au bloc, on mettra peut-être plus de voies centrales. Mais en urgence, c'est quelque chose qui va plus vite et qui est plus simple à mettre. Voilà. Je ne suis pas anesthésiste ni rien. Alors moi qui suis anesthésiste animateur, au bloc, normalement, on a le temps, on s'organise et on a quand même les autres voies qui sont possibles. Dans un bloc de déchocage, par contre, ça peut être quelque chose qui arrive. Si on peut imaginer un malade qui arrive sans voie veineuse ou qui arrache la sienne au moment du passage sur la table. Dans un bloc de chirurgie réglée, c'est peut-être pas forcément utile. Par contre, je le vois bien dans les chariots d'urgence d'un établissement de santé. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que vous dites, je pense qu'effectivement, à l'avenir, ce serait que les infirmiers soient formés, puisque c'est d'une facilité assez. Enfin, la pose est très simple, donc il faut que les infirmiers soient formés et quand ils sont en échec de voie veineuse périphérique, c'est tellement facile. Oui, il faut faire attention aux dérives. Faut faire attention aux dérives quand même, parce qu'il y a tellement de difficultés à poser les accès veineux périphériques aujourd'hui dans nos établissements de santé. Il ne faut pas avoir une multiplication de poses de cathé intraosseux quand même. En SMUR, ça pourrait, parce que si on a plusieurs victimes ou des choses comme ça. En SMUR, oui, bien sûr. Alors,
Justement, nous restons dans le domaine du préhospitalier. Quelle est la place de l'échographie en préhospitalier pour les poses de voies veineuses périphériques et notamment des cathéters de type Powerglide? En Ce sont SMUR. des mini midline, En des SMUR. petits midline qui font ouais, en SMUR. Est-ce que c'est des choses que vous faites en préhospitalier? Est-ce que vous arrivez de faire des échographies en préhospitalier pour l'abord veineux? Et est-ce que vous utilisez ces mini midline, ces cathéters? Alors, moi, non, à Brest, on ne le fait pas en tout cas. On a un appareil d'échographie, mais je n'ai jamais vu utiliser pour poser une voie veineuse jusqu'à présent. Et on n'utilise pas les mini-midline, non. Alors là, il y a une question, mais je ne la comprends. L'intra-osseuse peut être déléguée aussi sur protocole. Les intra-osseuses, ce sont les médecins ou les infirmiers qui les posent en hospitalier chez vous? C'est les médecins pour le moment. Les médecins? D'accord. Ouais. Parce que j'ai une question d'une personne qui voulait savoir si c'était un geste qui pouvait être délégué ou qui pouvait être fait sur protocole. Donc, au SAMU, c'est les médecins qui posent les Ouais, je sais intra-osseuses. que quand on fait des formations, les infirmiers viennent et puis peuvent avoir la formation, mais je ne crois pas qu'il y ait le cadre légal où il faudrait que l'hôpital ait une délégation, qu'il y ait mais je ne crois pas que les infirmiers puissent en poser de manière légale en France partout. Il faudrait sûrement des accords spécifiques pour le moment dans l'hôpital. À ma connaissance, il n'y en a pas encore. En D'accord. tout cas, à Brest, aux urgences et au SMUR, il n'y a pas. D'accord. Très bien. Alors là, ce n'est pas une question qui vient de tomber, mais elle apporte une lumière sur le sujet qu'on évoquait il y a à peine quelques secondes. Je lis, hein. Je suis IAD et travaille au bloc urgence et bloc froid. Et oui, le kit de cathé intraosseux est dans le chariot d'urgence et dans tous les blocs de déchocage, mais on ne les a jamais utilisés. Voilà pour l'information. C'est intéressant à voir. Là, on a comment dire, la pratique de quelqu'un. Alors, je ne sais pas dans quel hôpital travaille cette personne, mais bon, voilà, elle répond à la question. Il y a un kit intraosseux dans le chariot d'urgence et ils en ont manifestement dans tous les blocs et dans le déchocage. Voilà. Ensuite, alors, attendez, ça tombe. Ah, j'ai une question concernant le Secura 4. Cette fois-ci, c'est sur les midlines. Pour chaque pose de midline, faudrait-il poser également un Secura 4? Alors, tout dépend de la fréquence de vos arrachements et de vos déplacements secondaires. Le problème du midline, c'est qu'il est aussi de relativement moindre taille. Et donc, au fur et à mesure que vous allez le mobiliser, il ne va pas apporter son intérêt. Le midline, c'est a priori, la durée de vie, c'est 1 mois, parfois un tout petit peu plus. Ça dépend aussi du caractère soigneux ou pas de votre patient. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a peu d'indications de Secura 4 sur le midline, sauf dans des cas précieux ou dans des cas où on n'est pas sûr du patient. Parce que le coût quand même du Secura 4 est à balancer entre le coût, bien sûr, le coût des dispositifs adhésifs et puis le coût aussi du remplacement du matériel, du dispositif intraveineux. Bon, voilà, faut trouver un juste milieu. En gros, hein, ça doit être, alors oui, je ne vais pas vous donner de prix parce que je ne les connais pas bien. Ça s'amortit, mais ça s'amortit dès que le cathéter reste un petit peu longtemps. 15 jours, disent les Anglais, j'aurais tendance à dire 2 mois. Voilà. D'accord. Très, très bien. Alors, là, j'ai une autre question dans un sujet un tout petit peu différent. Le retour veineux est-il toujours recommandé pour s'assurer de la bonne place du cathéter? C'est pour moi, c'est pour Yannick? C'est pour vous, monsieur Rosé. Je pense que ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure aux infirmières qui doivent s'assurer lors de leur prise de poste, que le cathéter est bien en place et qu'il est bien efficace. Donc, est-ce qu'il est recommandé de faire un retour veineux systématiquement? Moi, je pense que c'est une recommandation qui peut être faite à chaque infirmière d'avoir à la fois un retour veineux et d'avoir un cathéter qui est perméable, facile à la perfusion. Et ça doit être fait, à mon avis,
C'est difficile parce que, notamment dans les perfusions continues dans le monde hospitalier, mais ça doit être fait à chaque branchement et à chaque prise de poste. D'accord. Et surtout si on utilise un produit irritant, un produit vésicant, un produit toxique. Et vous savez, nos produits sont loin d'être anodins. Même nos antibiotiques, ils ont des pH parfois très élevés ou très bas. Et donc, faut être sûr faut être sûr d'être dans la veine et dans la veine bien placée. Voilà. Et parfois, le cathéter, on ne le voit pas parce que sous pansement, ça a bougé, parce qu'il a migré. Et puis, il peut être en jugulaire, il peut être en sous-cutané, il peut être cassé. Ça arrive. Et donc, faut vérifier d'être dans la lumière de la veine. Parce que sinon, on risque d'injecter un produit en sous-cutané. Ou qui a migré dans une plèvre, ou qui a migré dans un endroit non adapté. D'accord. Donc oui, il faut faire un retour veineux. D'accord. Mais écoutez, c'était la dernière question. Donc, au nom du collège, je vous remercie vraiment pour ces 2 interventions. C'était vraiment très agréable. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Je vous répète qu'il sera disponible en replay dans très peu de temps sur notre chaîne YouTube. Et puis, je vous invite à suivre notre actualité sur notre page Facebook. Voilà. Un grand merci à vous tous. Et puis, ce qui est toujours très agréable, c'est de pouvoir parler d'abord vasculaire avec des spécialités différentes. On voit bien que le réseau veineux n'appartient pas à une spécialité en particulier, mais que chaque spécialité s'enrichit les unes des autres. Voilà. Un grand merci à vous tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochains webinaires. Nous vous tiendrons au courant pour la prochaine date. Et puis, la prochaine newsletter qui arrive bientôt dans les boîtes aux lettres. Et bien sûr, on espère vous retrouver nombreux pour notre congrès national, où Monsieur Rosé, vous interviendrez. J'espère que la situation sanitaire nous permettra de faire ce congrès dans de bonnes conditions. On va croiser. On est optimiste, c'est en automne. Comment? On est optimiste, c'est en automne. Oui, le 5 très novembre. optimiste, très optimiste. Un grand merci à vous tous et puis je vous dis une bonne fin de semaine et à la prochaine. Au revoir. Merci pour vos nombreuses questions également. Plaisir à tous. Au revoir. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces webinaires. Au revoir. Merci à